Perspective de médiation, bonjour. Nous avons fait un deuxième épisode sur la loi sur la médiation dans le canton de Neuchâtel. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Béatrice Henny, maître Henny, qui est une personnalité clé dans le dossier. Elle est avocate, elle est aussi députée au Grand Conseil de Neuchâtel. Et puis surtout, elle était chef de la commission, donc présidente de la commission qui a travaillé sur cette nouvelle loi. Donc, je pense qu'elle connaît plus que beaucoup d'autres ce dossier. On a pu discuter de toutes les questions qu'on avait déjà essayé de répondre dans le premier épisode, ici maintenant avec une vraie experte. Elle nous répond aussi à la question si les associations professionnelles qui avaient demandé cette loi, c'était effectivement les associations de médiation ou pas, ou d'autres associations. Elle va nous le dire dans l'épisode comme plein d'autres choses. Donc, restez connectés avec Béatrice Henny. À tout à l'heure. Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gainparly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Henny. Bonjour, Merci d'être là. merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Donc, on est sur Perspective de médiation, un podcast qui parle de la médiation et d'autres outils pour la prévention et la gestion des conflits. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Madame Béatrice Henny et je vous laisse peut-être vous-même dire qui vous êtes. Volontiers, merci pour l'invitation. Alors, je suis avocate spécialiste FSA en droit de la famille, députée au Grand Conseil neuchâtelois et je faisais partie du groupe de travail qui a planché sur cette nouvelle loi neuchâteloise sur la médiation qui a été adoptée ce printemps par le Parlement neuchâtelois. À l'unanimité en plus. Et qui a été acceptée par le Parlement à l'unanimité, exactement. C'est un message fort, je crois. Ouais. Donc c'est super de vous avoir pour ce podcast pour parler de cette loi. Donc peut-être pour commencer, c'est le contexte, aussi la motivation. En fait, pourquoi vient cette loi? Peut-être pourquoi maintenant? Ou je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la genèse de cette loi? Oui, avec plaisir. Alors, dans le canton de Neuchâtel, il faut savoir que la médiation, c'est quelque chose qui se pratique depuis longtemps et il y avait des dispositions un petit peu éparses dans de nombreuses lois. Il y avait une volonté, il y a plus d'une dizaine d'années, le Conseil d'État avait essayé de faire un projet de loi. Et en fait, devant l'avalanche des critiques et des remarques suite à la mise en consultation, ils ont retiré ce projet. Oui. Et 10 ans après, deux députés ont déposé un projet de loi pour revenir à la charge, un projet de loi qui était principalement basé sur le modèle fribourgeois. Mhm. Et suite à cela, ce projet de loi a été transmis à la commission législative qui a formé un groupe de travail pour un sous-groupe en fait pour rédiger un nouveau projet. Et puis c'est ce nouveau projet qui a été avalisé par la commission législative et le plénum cette année et qui est dont l'entrée en vigueur est fixée au 7 septembre 2023. OK. Et j'imagine pour ce faire, ils sont allés creuser justement dans les critiques qu'il y avait pour la consultation de la première fois. Je ne sais pas, vous Alors, savez qu'est-ce même qu'il y pas, avait? on a Non? Ah, non. reprocédé à 2 consultations parce que Ah, c'est vrai qu'on a fait un premier travail, une première proposition, on a fait une première salve de consultation, les milieux concernés, que ce soit les avocats, les médiateurs, les autorités judiciaires, les associations qui pouvaient avoir un lien, par exemple le mouvement de la condition paternelle ou d'autres associations qui pouvaient avoir un intérêt à la médiation. Et ensuite, on a essayé de tenir compte, dans la mesure du possible, de la majorité des remarques et on a refait une deuxième consultation. Et puis, la deuxième s'est avérée... Alors, même si la première était positive, il y avait pas mal de critiques, mais la deuxième s'est avérée beaucoup plus enthousiaste. Et du coup, on espère que les milieux concernés sont ravis du fruit des travaux et vont pouvoir bénéficier de cette loi. on l'espère. Et j'ai vu quelque part sur un article de presse, il disait que c'est, je ne sais pas si ça a été exagéré ou pas, mais il disait sur demande ou sur proposition des associations spécialisées.
Ça vous dit quelque chose? C'est quoi, une association de médiation ou la FSA ou Enfin, c'était une demande de l'association de châtelloise de médiation familiale, que ce soit justement le mouvement de la condition paternelle. C'était des demandes qui étaient revenues à plusieurs reprises d'avoir cette loi cadre pour pouvoir ensuite avoir davantage de processus de médiation qui soient proposés dans le cadre de procédures judiciaires. C'est vrai qu'on a, bon, il y a aussi Genève là qui a une nouvelle loi, je suis pas sûr, ouais, elle a passé. Après sur Vaud, on a un peu une autre approche, il semble. En tout cas, on n'a pas de loi, je crois qu'il y a rien qui se trame non plus, mais on a différents bouts qui avancent. On a le projet pilote sur le modèle COCHEM, le consensus parental. Mhm. On a l'assistance judiciaire qui a été approuvée. Là, on attend je sais pas si c'est une directive ou une loi, je crois. On a aussi la permanence de médiation dans les tribunaux d'arrondissement. Je ne sais pas pour vous l'avantage d'une loi plutôt qu'une approche un peu vaudoise, en tout cas pour le moment. C'était effectivement ce qu'on avait avant. On avait une directive du procureur général pour la médiation. On avait un arrêté du Conseil d'État pour la Ah, médiation pénale des mineurs. On avait, il y a toujours des dispositions sur la médiation au niveau fédéral. Mais c'est vrai que c'était une volonté politique de mettre le tout dans une loi cadre. Alors c'est vrai que c'était un travail qui était pas facile à faire parce que la place du droit cantonal, elle est relativement limitée, hein. Elle est quand même bien balisée, surtout en médiation civile, hein, par le Code de procédure fédérale. Et l'idée, c'était d'utiliser ce qui était à la disposition des cantons et ne pas se retrouver en porte-à-faux avec ce qui était prévu au niveau fédéral. Donc, mhm. c'était un exercice qui n'était pas facile. Et puis, on a prévu de faire une loi cadre qui englobe la procédure civile, la procédure pénale et la procédure pénale des mineurs. On n'a Mhm. volontairement pas inclus la médiation administrative parce que ça obéit à d'autres règles, mais par contre, on a déposé une motion pour demander au Conseil d'État d'inclure cet élément de médiation administrative dans ses futurs travaux. Donc Ok. voilà, c'était vraiment l'idée de pouvoir couvrir tous les domaines du droit et puis de pouvoir offrir aux praticiens, que ce soit les mandataires, mais que ce soit aussi les magistrats ou Mhm. les médiateurs, d'avoir une base claire qui dit, ben voilà, quand il y a une médiation qui est ordonnée dans une procédure, comment ça se passe, la procédure elle est suspendue, comment ça se passe au niveau des frais, est-ce qu'il y a une Ouais. partie qui est à l'assistance judiciaire, est-ce que pas, voilà. Et puis ces différentes choses. On a aussi prévu d'avoir un tableau pour avoir aussi un registre clair à disposition des professionnels pour dire ben voilà, on a une problématique, je sais pas, de droit de voisinage, on a une problématique plutôt pénale, on a une problématique droit de la famille, voilà quelles sont les compétences reconnues de certains professionnels et à qui on peut s'adresser. Et on espère que en facilitant un petit peu le travail des professionnels, ben le recours à la médiation augmente et puis Mhm. évidemment que des solutions pérennes puissent être trouvées par les parties, parce que c'est ça finalement l'intérêt Mhm. principal. C'est ça. Médiation administrative, donc vous parlez du médiateur cantonal, de l'ombudsman, comme on dit en anglais. Alors, pour l'instant, il y a encore rien qui a été décidé dans le canton de Neuchâtel. L'idée, c'est L'idée, ça. c'est de dire, alors pas forcément, il y a Ah, plusieurs modèles. Il y a l'ombudsman, il y a un bureau de la médiation administrative qui peut être fait, ouais. mais il y a aussi sur le modèle de la médiation civile des médiateurs privés qui pourraient tout à fait endosser ce rôle le cas échéant. OK. Donc voilà, ça il y a encore aucune direction qui a été choisie par les autorités politiques. Pour OK. l'instant, c'est simplement le mandat est donné au Conseil d'État d'inclure cette réflexion-là dans la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administrative qui est actuellement en cours. Donc là, on est encore aux prémices Mhm. des travaux, donc c'est encore trop tôt pour dire ce qui va en sortir. OK. Ah oui, c'est intéressant. Donc, je n'ai même pas pensé aux différents modèles, c'est vrai. Et donc, vous avez un peu parlé de vos attentes, l'augmentation de nombre de médiations, si je comprends bien. C'est vrai qu'on a pu trouver dans la presse qu'il y en a pour le moment, enfin, je ne sais pas comment l'interpréter, mais qu'il y a très peu. J'ai trouvé les chiffres 0,16% pour l'année, je crois, 2021. C'est une affaire sur 623 affaires judiciaires ou 5 sur 800 affaires judiciaires en 2020, ça fait 0,6%. Je trouve, enfin, c'est un peu les médiateurs qui parlent, mais je trouve que ça fait très, très, très peu. C'est ça aussi ce que vous espérez changer?
qui est posé. Enfin, c'est un constat qui est très insatisfaisant. Et c'est aussi ce qu'on espère avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va réussir à pouvoir solutionner des situations conflictuelles par le biais de la médiation. Et surtout, le grand avantage que moi je vois à la médiation par rapport à une procédure judiciaire classique, c'est que les parties sont parties prenantes de leur avenir. Elles construisent une solution ensemble, et puis solution qu'elles vont devoir ensuite accepter. Alors que quand c'est une décision qui est rendue par une autorité judiciaire, ben en fait on n'a aucune emprise sur cette décision. On ne sait pas quand elle va intervenir, on ne sait pas quel en sera le contenu, et après on devra vivre avec. Et finalement, on se rend compte que souvent dans les affaires de droit de la famille en particulier, ben personne n'est réellement satisfait d'une décision judiciaire qui est toujours trop tard. Les gens sont épuisés, souvent en termes, enfin au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier. Ça dure très longtemps, ça coûte très cher, et c'est des solutions qui sont pas satisfaisantes au final. Alors que une décision qui est construite par un processus de médiation, chacun va pouvoir y mettre son petit grain de sel, et puis mettre aussi peut-être des éléments qui sont importants pour elle, alors que ce ne sont pas des éléments qui seront importants pour une autorité judiciaire. Et ça ne veut pas forcément dire que une décision de justice répond à toutes les attentes des justiciables. Donc je pense que vraiment il y a une plus-value importante à ce niveau-là, pour pouvoir essayer aussi de décharger les autorités judiciaires. Je pense que une médiation qui aboutit décharge non seulement l'autorité judiciaire de la décision finale, mais également des procédures futures, parce qu'on sait aussi que des procédures malheureusement longues et conflictuelles souvent donnent lieu à des modifications judiciaires et à des procédures à répétition après. Donc je pense que c'est C'est un peu vraiment les litiges qui des cassent le éléments. conflit. Voilà, exactement. Et puis, c'est vraiment des éléments pour lesquels on espère que cette loi va permettre de donner l'impulsion nécessaire pour pouvoir trouver des solutions, parce que, in fine, c'est quand même le justiciable qui est gagnant avec une solution durable, plutôt que de recevoir une décision judiciaire qui est rarement satisfaisante pour l'ensemble des parties. Donc là, on est d'accord, on parle surtout, je pense même exclusivement des médiations judiciaires, pas des médiations libres qui Oui, sont. OK. bien sûr, OK. ouais. Donc peut-être pour les gens qui écoutent, c'est-à-dire que ça sort d'une procédure, puis ça revient ensuite pour ratification. C'est-à-dire en fait, Exactement, c'est l'idée. la convention de médiation est intégrée dans le jugement, ou en fait, c'est ça le jugement en gros, hein, on peut résumer comme ça. Parfaitement. Ouais, OK. Super. Peut-être passons un peu concrètement sur la loi qui a été adoptée. Alors, une chose qui a attiré mon attention, c'est vous avez déjà mentionné, la médiation pénale des adultes, c'est l'article 19, parce que là, alors, sauf erreur, je ne sais pas si vous savez, mais je crois que la loi fédérale parle je ne sais pas si c'est le bon terme, d'un silence qualifié, c'est ça? Oui, C'est c'est juste? juste. Bien Ouais. retenu, ouais. Ça veut dire, elle ne dit rien, mais les cantons peuvent légiférer, peuvent le mettre en place. Et à ma connaissance, il n'y avait que Zurich et Genève, ou je ne sais pas, Fribourg éventuellement. Mais donc Neuchâtel maintenant aussi. Comment vous voyez ça? Parce que dans le pénal, c'est quand même c'est un peu la prérogative de l'État, contrairement au civil. Comment vous voyez ça? Alors, l'idée, c'était, si vous voulez, dans le canton de Neuchâtel, il y avait une directive du procureur général qui réglait la médiation pénale des adultes, mais pratiquement, elle était assez peu utilisée. Je pense même que de bon nombre de praticiens ne savaient pas que cette directive existait. Ah, Et l'idée, c'était de intégrer cet élément aussi dans la loi cadre pour pouvoir finalement à donner un peu plus de publicité à cette possibilité-là. hmm. Parce que, de nouveau, on pense à des problèmes, par exemple, de voisinage, des problèmes récurrents qui finalement occupent les autorités pénales, mais qui sont souvent assez démunies pour trouver des solutions pérennes, parce que finalement, condamner une fois l'un, une fois l'autre, c'est pas forcément ce qui est le plus opportun pour la paix et le vivre ensemble au final. Donc l'idée, c'était d'inclure cette médiation pénale des adultes dans cette loi, de prévoir aussi des conditions au niveau financier, qu'on sache que voilà, le principe, c'est que les frais de la médiation pénale sont à charge des parties, mais qu'après on peut prévoir des exceptions. On peut aussi négocier les frais. Il y en a un qui prend les frais de médiation à sa charge et l'autre tire la plainte. Enfin voilà, il y a différents Les exceptions, éléments qui peuvent c'est être.
C'est qui décide sur les exceptions pour la Alors, c'est prise en les charge? parties qui décident sur les exceptions. Ah, C'est-à-dire que la règle, c'est que les frais de la médiation, ils sont partagés 50-50 entre les parties. Après, ah, pratiquement, vous avez bien plus l'habitude que moi de ce genre de choses, mais ça peut être négocié de dire, voilà, une partie ouais, accepte de prendre à sa charge les frais de médiation et l'autre retire sa plainte, ou ça peut être aussi le fait de prendre à sa charge les frais de médiation, ça peut être reconnu comme quelque part une réparation de tort moral. Enfin, voilà, d'accord, il y a ok. plusieurs choses. Donc, c'est pas la loi qui fixe. La loi, elle fixe le principe de dire que les frais sont à charge des parties. Et puis après, on peut trouver les choses, trouver une solution à l'interne. Moi, j'ai aussi pensé en fait aux situations où c'est l'État qui prend en charge. Là, c'est qui? C'est le juge qui décide? Alors là, on a prévu que le Conseil d'État peut prendre en charge les frais de la médiation pénale à certaines conditions. Mhm. C'est le Conseil d'État qui va devoir fixer certaines règles parce que cette loi qui a été adoptée, c'est vraiment une loi cadre. Après, il faudra encore faire des dispositions d'application qui vont devoir être prises par le Conseil d'État et pourra, le cas échéant, prévoir des dispenses de frais Ok. pour certaines infractions, peut-être en fonction de l'âge des parties. Peut-être ça peut être quelque chose de dire, voilà, quand il y a un litige qui oppose deux jeunes qui sont majeurs, mais peut-être Toujours jeune. passé, voilà, entre 19 et 20 ans. Enfin, voilà, pour On est donner jeune jusqu'à un 40 ans, n'est-ce pas? exemple. Oui, alors en tout cas. D'ailleurs, j'ai pas vu d'exclusion, ou peut-être ça viendra encore dans une future directive, mais j'ai pas vu d'exclusion par rapport au type de procédure pénale, parce qu'on peut penser au simple vol comme aux lésions corporelles graves. Ouais. C'est ouvert à tout en principe. Alors, c'est ouvert à tout. Après, là où il faut faire attention, c'est que il y a quand même des infractions qui sont poursuivies d'office. Et puis après, en fait, chaque protocole de médiation ne peut pas être intégré tel quel à un jugement pénal. Donc voilà, ça c'est aussi d'où l'importance de recourir à un médiateur qui a l'habitude de procéder dans ce domaine-là, qui est un domaine particulier. Mhm. Dans certains domaines, on pourra pas, voilà, quand l'infraction elle est réalisée, qu'elle a été admise, ça va être difficile de passer outre à une sanction. Par contre, on pourra traiter dans le cadre de la médiation les aspects civils, par exemple la Mhm. réparation pour le tort moral, le remboursement des différents frais, enfin ce genre de choses qui peuvent aboutir à un retrait de plainte, qui pourront ensuite avoir des conséquences sur la peine. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va dans un processus de médiation en droit pénal, il n'y aura pas de condamnation pénale. Ça, c'est important de savoir. D'accord. Donc, si je comprends bien, tout ce qui est poursuivi d'office, là, c'est plus compliqué de. Enfin, là, il y aura comment dire, une condamnation, quoi. Alors après, ça dépend pour autant que les éléments Ouais, enfin, constitutifs si. soient Ouais. réalisés, mais effectivement. Mhm. Ok, ok. Et puisqu'on est sur le pénal, est-ce que vous avez eu des réflexions sur la justice restaurative? Alors, on en a discuté dans le cadre des travaux. L'idée, c'était une fois de clôturer nos travaux, parce que ce soit la justice restauratrice, que ce soit ou restaurative, que ce soit le modèle de Cochem, enfin, il y avait finalement encore plein d'éléments qu'on aurait pu mettre dans cette loi et qui auraient encore rallongé les travaux. On a quand même déjà travaillé passablement longtemps. Donc, il y a un moment, on a dit maintenant stop, on Mm. fait notre loi cadre et puis après, on Mm. verra pour la compléter par la suite, le cas échéant. Mais c'est tout à fait dans l'idée la médiation pénale, elle va dans l'idée de la justice restaurative, c'est clair. Mm. Bien. Et puis après, il y a aussi la partie du tableau. Vous avez déjà parlé du tableau. Et puis là, peut-être on fait faire une petite parenthèse. Vous m'avez déjà expliqué juste avant l'enregistrement que c'est à Fribourg qu'il y a eu un conflit avec la loi fédérale. Je ne sais Oui. pas si vous voulez l'expliquer en quelques mots. Oui, alors effectivement, le tribunal fédéral a eu l'occasion de se pencher sur cette problématique et a considéré que, en fait, de limiter toute intervention, ou tout choix de médiateur à un médiateur inscrit dans un tableau était excessif et violait les principes d'indépendance. Puisque un médiateur est finalement une profession libérale comme une autre, hein. Mhm. Par contre, a admis que quand on est dans un cas couvert par l'assistance judiciaire, à ce moment-là, c'était pas disproportionné d'exiger que le médiateur choisi doive être sur la liste ou sur le tableau qui est tenu par le Conseil d'État dans le canton de Neuchâtel. Mhm. Donc voilà, on a aussi modifié notre projet en ce sens. Donc pour résumer, ça veut dire que pour une loi, quand des parties veulent recourir à un médiateur,
je dirais, hors procédure, elles ont absolument le choix de prendre le médiateur qu'elles souhaitent. Quand on est dans une procédure, il faudra savoir si il y a une des parties qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire et si l'une d'elles est au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce moment-là, le choix devra être porté sur un médiateur qui est inscrit au tableau. Alors, ça peut paraître limitant, mais d'un autre côté, ça permet aussi certaines garanties. Et puis, effectivement, on a quand même des fois rencontré des soucis avec des médiateurs parce que, alors après, c'est pas parce qu'on a une formation qu'on est forcément exempt de tout reproche, mais c'est vrai aussi que dans les médiateurs, les formations sont assez variées, l'expérience aussi fait beaucoup, et c'est vrai que on le voit vraiment, la personnalité et la formation du médiateur importent énormément pour la réussite d'une médiation. Donc moi, je conseillerais plutôt à mes clients de choisir un médiateur qui est inscrit sur un tableau parce que ça donne aussi une garantie de probité, une garantie en termes d'expérience et en termes de fiabilité. Ouais, c'est vrai, parce que c'est quand même une garantie supplémentaire. Vous avez raison, bien sûr, comme n'importe quel domaine. Voilà, juste être formé, ça ne garantit pas encore la qualité. Mais le fait qu'on puisse, parce qu'on parle quand même de médiation judiciaire, donc là, on parle de celles qui ne sont pas prises en charge par l'assistance judiciaire ou autrement par l'État. On travaille quand même sur des dossiers sensibles qui reviennent à la justice. On travaille sur la vie des gens, sur leur avenir. Et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus sûr de travailler avec des gens qui sont au moins accrédités quelque part dans une fédération, que ce soit celle des avocats ou la FSM. Sur Vaud, on a limité les formations à soit FSA, FSM, CSMC pour tout ce qui est commercial, et puis Association Suisse de médiation familiale. Ouais, c'est quand même une garantie de plus. Ça n'exclut pas évidemment tout éventuel souci, mais c'est comme une garantie de plus. Parce que comme on ne peut pas procéder avec une autre profession qu'un avocat, je ne sais pas comment on dit, accrédité, enfin, au barreau, Breveté, ouais, inscrit au barreau. peut-être pour les médiations, il faudra partir sur des médiateurs assermentés. Moi, c'est un peu une bonne logique, mais voilà. Mais voilà, c'est la loi fédérale qui l'empêche pour le moment, parce qu'on peut tomber sur un charlatan, n'importe qui peut s'appeler médiateur ou médiatrice, on ne sait pas du tout qui c'est. Mais ça c'est du boulot au niveau fédéral, je crois, qui reste à être fait. Mais ça sera effectivement un chantier à mener sur. Moi, je trouve que c'est aussi une protection en fait du justiciable qui puisse savoir que quand il s'adresse à un médiateur, que ce soit FSM ou d'autres qualificatifs, voilà, il sait qu'il y a une certaine qualité de l'information qu'il va recevoir. Et ça, je pense que c'est important aussi de pas. On voit aussi l'importance des premiers entretiens, des premières informations qui sont données. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui me disent oui, mais on est allé voir un conseiller, une médiateur, un avocat qui nous a dit ça. Et après, c'est difficile donc j'ai droit à ça. Et donc, c'est difficile après de revenir là-dessus, de dire, écoutez, voilà, je sais pas dans quel contexte on vous a dit ça, mais finalement, c'est peut-être pas comme ça que ça se construit, et puis d'essayer de déconstruire certains acquis, au lieu de pouvoir commencer directement sur le processus de médiation. Parce que le fait potentiellement de se limiter aux médiateurs et médiatrices sur le tableau, c'est aussi une garantie au niveau de l'accès que l'État a, parce que là, l'État, il peut prononcer, ça a été fait d'ailleurs, des sanctions disciplinaires. Donc, une, deux gaffes, puis on n'est plus sur le tableau. Donc, c'est aussi une garantie supplémentaire. Mais justement, ces sanctions disciplinaires, c'est l'article 9, ça ne protège pas contre d'autres types de, je sais pas, demande de dommages ou intérêts si le médiateur fait une erreur ou. Ouais. Alors, la loi, elle est assez sommaire à ce niveau-là parce que c'est prévu que, en fait, le Conseil d'État puisse ensuite, je dirais, affiner les cas de responsabilité, mais de manière générale, il convient de ne pas oublier que la responsabilité d'un médiateur, finalement, c'est un contrat de mandat, comme un avocat avec son client, un médiateur avec son client. Il y a une responsabilité de mandataire, donc aussi de devoir éventuellement payer des dommages et intérêts en cas de dommages, justement. Donc voilà, ça c'est tous des éléments. Je dirais que faut pas croire que parce que cet article est relativement sommaire, la responsabilité d'un médiateur elle est diminuée.
Au contraire, la responsabilité, peu importe que le médiateur travaille pour l'État ou pour un particulier en dehors d'une procédure, il a les mêmes droits et devoirs de mandataire euh, liés à Ça me, sa per- profession. Ça me permet de faire une autre parenthèse pour les médiateurs et médiatrices qui nous écoutent. C'est vrai qu'il n'y a encore jamais eu un tel cas, mais en principe, on est responsable, en tout cas pour autant qu'on est compétent. Si quelqu'un fait une gaffe, je ne sais pas, s'il y a une médiation sur un héritage et puis qu'on rate un délai alors qu'on est censé savoir qu'il y a un délai en tant que médiateur selon la formation de base, on peut être responsable. C'est juste, hein. Oui, c'est juste, exactement. Et c'est la responsabilité du mandataire. Ouais. Je dis héritage parce que ça peut être une grosse responsabilité avec beaucoup d'argent. Bien sûr, ouais. Alors, il y a des délais qui sont plus ou moins graves. Enfin, certains délais, typiquement, quand le cas que vous précisez, qui est souvent le cas pour, le délai pour répudier une succession ou pour demander un bénéfice d'inventaire, c'est des délais qu'on ne peut pas récupérer. Après, il y a d'autres délais. Si on pense, par exemple, la demande en divorce, on peut déposer une demande en divorce à partir de 2 ans de séparation, mais si c'est 2 ans et demi ou 3 ans, c'est aussi possible. Vous voyez, donc le dommage de la partie, il est quand même plus faible que si c'est quelque chose qu'on peut plus jamais intenter. Parce que l'acceptation de l'héritage, c'est 3 mois sauf erreur. Donc, si C'est je 3 mois, si je exactement. pense, on est tranquille, on est en médiation, c'est pas ça, il faut quand même Non, l'accepter. effectivement, et là, il faut faire attention parce qu'il y a certains délais qui sont suspendus pendant la médiation, mais il y a certains délais qui continuent de courir. Donc, Là, il y typiquement, a... les 3 mois, en fait, c'est ce qu'on appelle des délais de péremption ou des délais de prescription. Les délais de péremption, on peut pas, en fait, les arrêter. Donc, ces 3 mois, peu importe ce qu'il arrive, le seul moyen de prolonger ce fameux délai de 3 mois, c'est de demander un bénéfice d'inventaire. Puis, en fait, jusqu'à qu'on ait l'inventaire, on n'a pas besoin de prendre la décision si on accepte ou si on répudie une succession. Et les autres délais avec la loi sont Non, arrêtés? alors ça Ah non. dépend. Justement, c'est ça qu'il faut faire vraiment très attention. Là, Ah ouais. j'ai rebondi Il sur faut former l'élément les de la médiateurs succession là-dessus parce que parce c'est ce que vous avez pris comme exemple. Par exemple, le délai de 2 ans pour déposer une demande en divorce, c'est à partir de 2 ans de séparation, si une des deux parties refuse, qu'on peut déposer une demande unilatérale de divorce. Mais c'est pas un délai absolu. Ça veut dire qu'on peut très bien le déposer après. Ou avant si les deux parties sont d'accord. Donc voilà, ça c'était pour prendre 2 exemples qui n'ont rien à voir, mais avec des conséquences différentes. Ok. Merci pour ces précisions. Il y a aussi, j'ai vu ça où, article 14 et 15, on a touché déjà un petit peu la prise en charge par l'État. Il y a Oui. une réserve ou un article quelque part qui dit que l'État, elle peut donner, enfin, si ça concerne les enfants, etc. Peut-être je vous laisse un peu résumer la prise en charge par l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait aussi qu'on soit dans une logique de mandat, pourquoi ça serait à l'État de prendre en charge? À quoi bon Alors, éventuellement? l'idée, mettre en avant, on a quand même identifié que des litiges qui coûtent très cher en temps et en argent aux parties sont souvent des cas de droit de la famille avec des enfants. Et la solution offerte par les autorités judiciaires n'est pas souvent la solution la plus adaptée à des problèmes qui concernent les enfants. Parce qu'on sait que il faut un espace de parole, qu'il faut du temps pour regagner la confiance, pour pouvoir recréer le lien entre les parents et leurs enfants, ou des fois c'est un enfant face à un des parents, des fois c'est les deux parents face à un enfant. Enfin voilà, toutes les configurations peuvent arriver. Et c'est vrai que on sait aussi, il y a des études qui ont été menées, que la médiation a vraiment une plus-value importante dans ce domaine-là. Donc le canton de Neuchâtel a souhaité mettre l'accent sur cet élément-là en offrant une gratuité totale des 5 premières heures. Ça veut dire que si le tribunal recommande la mise en place d'une médiation et que les parties donnent leur accord, donc il faut que ces deux conditions préalables soient remplies, le tribunal va donc peut ordonner la gratuité ou la prise en charge des 5 premières heures de médiation. Et puis ça, c'est indépendamment finalement de la situation financière des parties, parce que le droit fédéral prévoit déjà une gratuité si la situation financière des parties ne le permet pas. Et là, le canton de Neuchâtel a décidé d'aller plus loin. Et pourquoi? C'est la volonté de se dire, finalement, c'est souvent des situations qui sont difficiles. On a besoin de protéger ses enfants, et puis quelque part, c'est un investissement pour l'avenir. Si on arrive à résoudre ces problèmes entre les enfants et les parents,
Donc, on a ces 5 premières heures qui permettent des fois d'un petit peu planter la graine, comme on dit, ou bien débuter le processus de médiation. Alors, on espère que dans certaines situations, ça sera suffisant. Et si ça l'est pas, ben, au moins, ça fait une partie qui n'est pas à prendre en charge par les parties. Parce que c'est quand même important de savoir que finalement, le processus de médiation, ben, c'est aussi des coûts pour les parties. Et on aimerait, dans la mesure du possible, éviter que quand des enfants sont concernés, ben, les parents renoncent à un processus de médiation pour des raisons financières. Donc voilà, c'est vraiment une volonté politique de mettre ça en avant. Et puis on espère que ben, on aura des solutions qui vont être trouvées de manière pérenne grâce à ces 5 heures de médiation. Et là, j'imagine l'État va peut-être définir un barème au niveau des tarifs. Sur vous, Alors, c'est les entre tarifs, ils sont 150 et déjà 100 fixés en fait par la Ah, loi sur l'assistance judiciaire. Ils sont juste. le tarif horaire d'un médiateur dans le canton de Neuchâtel, il est de 100, enfin pris en charge par l'assistance judiciaire, il est de 140 francs. Donc voilà. Après, il faudra voir quand c'est pris en charge par l'État, ben, c'est au tarif de l'assistance judiciaire. Après, ben, évidemment, que des médiateurs privés peuvent appliquer le tarif qu'ils souhaitent. Hein. Ça, c'est Ouais, ouais. chacun est libre d'appliquer les tarifs discutés avec les clients. Je pense que c'est bien d'avoir fixé un montant exact parce que sur vous, c'est entre 150 et 180. Je ne sais pas exactement pourquoi, si c'est entre la ville et la campagne, je ne sais pas trop. Et ça donne un barème, on Ouais. choisit comme on veut. Alors, Neuchâtel, on a décidé que ce serait, que ce soit un mandataire professionnellement qualifié ou un médiateur ou une médiatrice, c'est 140 francs. Ouais, ok. TVA en plus. Ok, bah, je pense qu'on touche gentiment au bout. Il y a un autre chapitre qui me tient beaucoup à cœur, c'est le chapitre 8, l'article 21, c'est la promotion de la médiation. Donc, c'est marqué: l'État promeut la médiation comme mode de résolution de conflits, qu'il encourage les autorités judiciaires et les associations professionnelles des avocats à sensibiliser leurs membres à la médiation, à mettre à disposition les outils adéquats. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quels sont les bons moyens, les bonnes manières? Est-ce qu'il faut mettre des affiches partout pour dire, en fait, la médiation? Ou est-ce que... Oui, alors, je pense que le meilleur moyen de faire la promotion de la médiation, c'était quand même de faire cette loi, parce que ça simplifie quand même les choses, ça permet aux personnes qui se posent la question de dire, ah oui, ben, j'aimerais participer à un processus de médiation ou j'aimerais le proposer, que ce soit à mes clients, que ce soit à des parties, ben, de savoir où trouver les informations. Donc ça, je dirais que c'est l'élément le plus important. Mais après, effectivement, c'est pas cette loi elle seule qui va solutionner toutes les problématiques. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs biais. Il y aura ben, peut-être des flyers qui vont être ou des affiches qui vont être mises, que ce soit dans les salles d'attente des tribunaux. Peut-être des conférences aussi qui vont être mises sur pied par les associations professionnelles pour ben, suite à l'entrée en vigueur de cette loi, pour essayer d'un peu promouvoir ça. Peut-être aussi que l'avantage de cette loi, ça sera de rapprocher un peu les associations professionnelles de médiation de celles des avocats, par exemple, où Juste, finalement il y a assez peu de liens, alors que en fait on est très complémentaires. Et je pense qu'on pourrait vraiment proposer des solutions plus globales et plus personnalisées aux clients si on se mettait tous ensemble, plutôt que d'imaginer qu'on est les uns contre les autres. Et alors que complètement, ouais. finalement c'est toujours le client qui est gagnant au final. Ouais, Donc complètement. voilà, il y a plusieurs éléments qui vont être mis en place. On compte aussi sur le Conseil d'État pour faire cette promotion-là. On verra par quel biais aussi ils vont venir avec des propositions. Est-ce que c'est de mettre en place un colloque annuel sur la médiation? Enfin voilà, il y a Mm. plusieurs choses qui pourront être mises en place, mais je pense que tout le monde devra mettre le pied à l'étrier. On peut pas juste attendre de l'État qu'il fasse la promotion à lui tout seul. C'est clair, ouais. Continuez à faire des statistiques aussi. Et puis, est-ce que vous savez si à l'Université de Neuchâtel, les études de droit, est-ce qu'il y a des modules de médiation? Est-ce qu'ils sont Oui. obligatoires ou pas? Alors, je crois pas qu'il soit obligatoire, mais enfin, à mon époque, c'était encore dans un cours de bachelor, donc oui, ça l'était, l'introduction au mode alternatif de résolution des conflits. Maintenant, je pourrais plus vous dire Mm. exactement si c'est obligatoire ou pas. Par contre, je sais qu'il y en Si a. quelqu'un sait, il peut se Euh, remonter. Ouais. et puis, il y a effectivement plusieurs professeurs qui ont des très bonnes expériences et ouais, qui peuvent justement sensibiliser les étudiants à cela. Donc, Alors, ce que m'avait dit Madame avocate aussi, médiatrice Cynthia Lévy sur Vaud, elle m'a dit que c'est pas obligatoire sur Lausanne, mais le cours, il est toujours plein. Donc, ouais.
Alors, en tout cas, à Neuchâtel, à mon époque, ça avait beaucoup de succès. Et je crois aussi, maintenant, on en parle de plus en plus, hein, quand même. Donc, puis peut-être petite anecdote assez amusante, même les personnes qui sont pas trop convaincues par la médiation, en général, quand ils ont tout essayé, ben, ils pensent quand même à la médiation en dernier recours. Donc, finalement, c'est que ça sert pas vraiment à rien. On attend jusqu'à la fin pour sortir la baguette magique, c'est ça? Voilà. Bien, super. Oui, enfin, on voit que la médiation a toujours été une science psychologique et sociale, si on veut dire, et puis ça devient de plus en plus une science juridique aussi. Enfin, il y a une implication, comment dire, une intégration importante de la médiation dans le système judiciaire de plus en plus. Je crois que c'était une bonne chose. Moi, quand j'avais fait ma formation à la médiation, c'était encore non, tout ce qui est le droit, on n'y touche pas. Justement, il y a une alternative. Ça, aujourd'hui, on ne peut plus le dire, mais je crois que c'est un bon développement. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou quelque chose à rajouter de votre part. Ben, peut-être inviter les avocats à s'approcher davantage de médiateurs parce que vraiment, je pense qu'on a une complémentarité à offrir à nos clients. Nous, on a d'autres domaines de compétences et souvent, ben, on manque de temps et de compétences pour accueillir certaines interrogations de nos clients qui peuvent être traitées dans le cadre d'une médiation. Donc, moi, je pense vraiment qu'on est complémentaires et on n'est pas adversaires. Je suis complètement d'accord. Je vous remercie beaucoup. C'était très agréable, Madame Hani. Merci à vous de m'avoir invité. Tout de bon pour vous, pour la suite. Et puis, il faut nous remettre à jour avec les évolutions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir, pareillement. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.